Bonjour, avant de commencer à envisager d'arrêter de fumer des joints, il me semble important que vous compreniez les mécanismes d'action du THC dans le corps et dans le cerveau. Ainsi, au terme de cette analyse, vous saurez pourquoi cette drogue aux allures si inoffensives se révèle être, au fil du temps, un véritable dérégulateur endocrinien pour le cerveau de quasiment tous ceux qui la consomment. Et vous verrez comment elle maintient dans une mauvaise humeur, quasi quotidienne, que seul le joint vient péniblement effacer. Car si au début, comme pour la clope, on pense facilement pouvoir se dépêtrer du cannabis, lorsque l'on devient un consommateur régulier, ça devient beaucoup plus compliqué, tant c'est devenu une seconde nature de fumer. Avec toutes les conséquences que ça entraîne, notamment l'impossibilité de vivre pleinement sa vie. Ayant moi-même été un gros fumeur pendant 25 ans, j'ai forcément galéré pour arrêter. Et je pense sincèrement que je n'y serais jamais parvenu si un coup de pouce du destin ne m'y avait pas forcé. Ce n'est qu'aujourd'hui, après avoir réussi, que je me dis que j'ai eu de la chance que des flics et leurs tests stupéfiants se soient mis en travers de mon chemin. Si je raconte cette mésaventure où j'ai perdu mon permis pendant 6 mois, et si j'explique comment j'ai réussi à arrêter de fumer des joints dans d'autres vidéos, je vais expliquer ici pourquoi le THC perturbe le cerveau en profondeur, en analysant comment, consommé régulièrement, il se révèle être extrêmement néfaste pour le cerveau. En espérant que ce travail vous incitera à arrêter cette drogue, qualifiée à tort de drogue douce. Car le THC a une action psychotrope qu'on pourrait penser légère, on n'a pas d'hallucination comme avec le LSD. Mais consommée régulièrement, elle transforme le cerveau de manière insidieuse et puissante. Si le THC agit bel et bien sur le néocortex, la partie du cerveau dit supérieure, en modifiant les prises de décision du cortex préfrontal, en ralentissant les mouvements au niveau du cortex moteur, en perturbant les ressentis des aires sensorielles, c'est aussi et surtout en profondeur que le cannabis exprime toute sa puissance. C'est en effet au niveau de notre cerveau ancestral, le cerveau mammalien, et plus précisément au niveau du noyau accumbens, véritable régulateur des fonctions somatiques de notre cerveau, comme le sommeil, la vigilance, l'humeur ou encore le plaisir. Je ne vais pas vous expliquer dans les détails comment ça fonctionne. C'est tellement le beans là-haut, il y a encore tellement d'incertitudes que je vais juste vous faire un résumé qui suffira pour le sujet de cette vidéo. Tout ce que vous avez à retenir d'un point de vue scientifique, c'est que le THC est une substance exogène apportée à l'organisme par l'extérieur qui va perturber nos neurotransmetteurs endogènes, produits naturellement par l'organisme, l'anandamide et la sérotonine. L'anandamide a un fonctionnement simple. C'est un neurotransmetteur qui se fixe sur des récepteurs spécifiques appelés CB1. Il est impliqué dans la gestion naturelle du sommeil, de la mémoire, de la perception du temps, des émotions, du discernement, etc., etc. Comme le THC a plus ou moins la même forme que l'anandamide, il a la faculté de se fixer sur ses récepteurs spécifiques. Ce blocage de l'action naturelle de l'anandamide a forcément des conséquences dans le traitement et la perception des informations. Fini le sommeil profond réparateur, fini les films dont on se souvient parfaitement, fini les envies de faire du sport, fini la sérénité, le cannabis consommé régulièrement depuis plusieurs années a définitivement mis fin à la possibilité d'un véritable équilibre homéostasique naturel. Cet équilibre dépend désormais d'une substance exogène dont les consommateurs réguliers eux-mêmes, en tout cas un très grand nombre, souhaitent se débarrasser. Ça n'a forcément rien de très bon. L'anandamide n'est pas le seul neurotransmetteur perturbé par la consommation de cannabis. La sérotonine va également en subir les conséquences. Depuis la nuit des temps, la sérotonine joue un rôle primordial dans la sensation de bonheur en le rendant perceptible par l'être humain. Une alternance de transmission et de recapture de ce neurotransmetteur s'est naturellement mis en place au cours du développement des espèces supérieures, comme le chat, le chien, même le lézard, et bien sûr l'homme, chez qui les possibilités de bonheur sont multiples. Par cette alternance, le plaisir n'est pas continu, mais adapté à une situation bien définie. Si la sérotonine était délivrée en permanence dans le cerveau, le plaisir n'aurait plus aucune valeur. C'est comme si vous receviez des cadeaux tous les jours, et pas uniquement à quelques occasions bien précises. Vous n'auriez donc plus de plaisir à en recevoir, ça deviendrait forcément banal. Avec la sérotonine, c'est exactement pareil. Il y a une régulation précise de l'hormone du bonheur qui vous permet de ressentir pleinement les moments où vous êtes heureux. Et le THC dans tout ça? Eh bien, il faut un sacré beans. Encore une fois, sans entrer dans le détail, on peut dire que le THC empêche la recapture de la sérotonine qui, d'habitude, naturellement, s'autorégule. Ça va avoir pour conséquence une présence anormalement élevée de sérotonine dans le cerveau. C'est pourquoi les premiers joints, pour ceux qui supportent, car tout le monde ne supporte pas, tout le monde s'en souvient. On ne peut pas s'empêcher de rigoler. On ne voit pas des éléphants roses, mais on tape des barres à se pisser dessus. En tout cas, c'est comme ça qu'avec mes potes, on a vécu nos premiers joints. Une période où le joint était euphorisant, et où on avait tout le temps à fourrer au bec. Mais rapidement, dans le cerveau, des modifications physiologiques apparaissent. Et au début, là où 5 ou 6 taffes d'un bon joint suffisaient pour être défoncés, plus le temps passe, plus il faut de THC pour atteindre un niveau de défonce similaire et agréable. C'est normal, le cerveau s'est habitué au THC.
Et il lui a fabriqué plein de récepteurs spécifiques pour l'accueillir et le faire entrer dans la boucle du plaisir habituellement réservée à la sérotonine. Et ces nouveaux récepteurs, il est maintenant impératif de les remplir, sinon c'est le manque et ses symptômes désagréables qui arrivent. Mais comme pour l'instant tout va bien, je dirais même que c'est encore le pied de fumée, on augmente les doses pour satisfaire la demande. Et c'est ainsi que doucement, on devient ce qu'on appelle un consommateur régulier. Pendant des années, ça peut très bien se passer. Même si intérieurement le cannabis étale sa toile, d'apparence on l'encaisse plutôt bien. On continue à assurer les cours ou le boulot, la fatigue n'est pas encore trop pesante. On se réveille dans le coltard sans trop avoir envie d'y aller, mais ça passe. Puis un jour, on ne sait pas trop comment, on en a marre de fumer. Ça devient plus pesant qu'autre chose d'être sous l'emprise permanente du cannabis. Alors on décide de diminuer sa consommation. On se dit que c'est parce qu'on fume trop que ça ne va pas. Alors on ralentit. On ne décide de ne fumer que le soir, pour s'endormir, ou pour se détendre. Parce que c'est quand même bien agréable de fumer. Mais même dans cette période, qui elle aussi peut durer un certain temps, même si on est plus souvent à jeun que défoncé, le cannabis reste omniprésent dans les pensées. On fait ce qu'on a à faire, mais inconsciemment, on attend le soir pour fumer. Le cannabis reste quelque part l'unique source de plaisir. Ça a été démontré que le simple fait de se projeter en train de fumer un joint procure une libération de sérotonine dans le cerveau. Rien que de penser au cannabis est synonyme de plaisir. Même en petite quantité, donc, consommer du cannabis maintient dans un cercle où le seul véritable plaisir reste la drogue. Car si paradoxalement, le joint apaise, fait tourner la machine corporelle au ralenti, on est maintenu dans une espèce de mal-être quotidien que le joint vient juste calmer. Et encore, je ne parle même pas des problèmes d'anxiété, de paranoïa, de dépression, etc., etc. J'ai lu récemment une expression qui résume parfaitement cela. Au début, on fume du cannabis pour être bien, puis vient le jour où on en fume pour ne plus être mal. Si on en arrive à ce stade, quel que soit le moment, il est clairement temps d'arrêter. Ça peut prendre des années, ça peut être foudroyant. Tout dépend de la motivation, du vécu, etc. En tout cas, si vous avez l'impression que le cannabis est un frein plutôt qu'un moteur, il est évident que réussir à arrêter de fumer ne pourra que vous être bénéfique. Un papy de 60 ans rencontré récemment venait d'arrêter de fumer lui aussi. Je lui ai demandé pourquoi il arrêtait de fumer à cet âge, stupéfait que l'on ait encore envie d'arrêter si vieux. Il m'a répondu « Pourquoi je continuerais ?» Sa réponse m'a interpellé tant par sa brièveté que par sa pertinence. C'est vrai ça, posez-vous la question. Pourquoi continuez-vous à fumer? Qu'est-ce que ça vous apporte concrètement de positif? De mes propres yeux, j'ai vu un jeuneau de 22 ans et un pseudo-vieux en avoir marre de fumer. En fait, ceux qui continuent à fumer, ça ressemble plutôt à une fatalité, un mal pour un bien. Mais j'ai quand même l'impression qu'à n'importe quel âge, passé une certaine limite, on espère goûter à la vie sans avoir besoin de se défoncer. Maintenant qu'on a analysé les raisons qui poussent un consommateur régulier à arrêter, il est enfin temps de trouver les solutions pour y parvenir. Si ces solutions sont propres à chacun, je vous invite à regarder le tutoriel Comment arrêter de fumer le THC que vous trouverez sur ma chaîne pour vous donner des idées. J'y explique que pour vaincre la puissance du THC dans le corps et le cerveau, il est entre autres quasiment indispensable de le remplacer par un combo de molécules CBD, endorphines, ondes alpha. Si pour les endorphines et les ondes alpha, vous n'aurez qu'à faire des exercices physiques pour que votre cerveau les sécrète naturellement, pour le CBD en revanche, il doit être apporté de manière externe à l'organisme. Et il est important de fournir à votre corps et à votre cerveau un CBD de qualité bio pour que son effet soit adapté au sevrage. Je vous laisse naviguer sur ma chaîne où vous trouverez également une vidéo THC et conduite assez éloquente sur ce que vous risquez à continuer à fumer du THC si vous avez le permis. Et bien sûr, j'ai partagé le tuto pour réussir à arrêter de fumer. Bon courage à tous ceux qui veulent arrêter et à bientôt. Ciao ciao!